Tu as construit combien de villas jusqu'à maintenant? À peu près 60 villas. Ouais. Ça a presque plus que doublé, voire triplé, presque un an après, là où je suis. Oh non, un an et demi. Moins d'un an et demi, c'est impressionnant, la vitesse où ça va. Et comment tu l'expliques d'ailleurs ça? Comment tu expliques que ça augmente autant? Est-ce qu'on va pas avoir aussi une saturation? Enfin, Comment je l'explique? D'abord, je ne l'explique pas. Moi, on me parle de bulles, mais depuis 10 ans qu'on me parle d'une bulle. Non, mais c'est vrai, hein, on me parle d'une bulle. Là aussi, on me parle de cette bulle qui va exploser à un moment, mais ça fait 10 ans qu'on me parle de cette bulle-là. Donc, peut-être il y en aura une, mais je ne sais pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois que les touristes continuent à affluer énormément, toujours. Mais sinon, les terrains, oui, maintenant, ça devient un très très gros budget dans un projet. Quelle est plutôt la recette du succès pour une villa aujourd'hui pour toi? S'il y a un domaine où je regrette de ne pas avoir investi, c'est dans les locaux commerciaux. Bonjour tout le monde, alors interview spéciale comme d'habitude parce qu'on va parler de construction cette fois. On est avec Francky. Salut Francky. Salut Laurent. Cette interview, j'ai longtemps hésité à la faire parce qu'on va parler de beaucoup de choses qui normalement sont réservées en fait à des professionnels. Donc on va vraiment entrer dans le détail de la construction. Donc on va parler prix, on va parler rentabilité, on va parler aussi des difficultés que tu trouves sur les chantiers. Francky soit super transparent avec les investisseurs. Tu aimes les risques? Je sais que c'est ton cas. Francky, ça fait 20 ans que tu es à Bali. Ouais, l'année prochaine, ça fera 20 ans exact. Bon, voilà. Ouais. Tu connais bien Bali, tu as vu toute cette évolution. Tu as vu les prix augmenter, tu as vu la clientèle changer. Tu as construit combien de villas jusqu'à maintenant? Là, avec ce dernier projet, je dois être dans 59, 60, quoi, à peu près 60 villas. Ouais. Donc, tu connais bien la construction ici? Oui, je pense. Tu as vu tous les designs, tout ça? Oui. Bah, j'ai commencé en 2012. Ah. J'ai commencé en 2012 mes premières constructions professionnelles. Sinon, j'ai construit ma villa. C'est comme ça aussi que j'ai eu ces envies-là. J'ai construit en 2007 ma villa à Petite-Inguette. Ouais. Et voilà. Et après j'ai attendu jusqu'à 2012. C'était un domaine qui m'intéressait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ton parcours de façon très courte et surtout pourquoi tu es venu à Bali? C'était un choix de vie. Souvent, ceux qui viennent ici, c'est un choix de vie. Moi, pourtant, j'étais dans un endroit qui était assez sympa à ce niveau-là. Je suis arrivé en 93 en Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu 13 ans, un déménagement qui a été magnifique, j'ai adoré, j'ai connu ma femme, j'ai fait mes premiers enfants là-bas. Mais je me sentais trop à l'étroit. C'est une île qui est magnifique, mais sur 250 000 habitants. J'ai fait plusieurs projets professionnels, où j'ai la chance que ça a fonctionné. Mais je me posais toujours la question si j'étais apte ou capable d'avoir des projets sur un pays beaucoup plus grand et avec une population différente. Donc voilà, j'avais décidé de prendre un an sabbatique en famille. Mais donc on est arrivé en juillet 2006 à Bali pour s'installer. Mais ça fait depuis 93 que je viens régulièrement en vacances, que je venais régulièrement en vacances à Bali. Mais les un an où je devais rester comme ça à ne rien faire, je n'ai pas su. Donc au bout de 2 mois, j'avais déjà monté une entreprise dans les tableaux. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as vu toute l'évolution, en fait, surtout de la construction. Donc aujourd'hui, tu construis tes propres villas. J'ai toujours fait ça. Tu as toujours fait ça? Oui, toujours. Ouais. Tu es un artisan, comme tu aimes le dire? Oui, je suis un artisan parce que j'ai besoin d'être sur mes projets, sur mes chantiers, de vérifier tout. C'est peut-être ce problème-là où je délègue très peu parce que j'ai besoin d'être bien entouré, mais j'ai besoin d'être là. Ça c'est l'expérience quand tu construis à Bali. Ce qui pour toi peut être normal ou évident, souvent ici c'est pas évident et c'est pas normal. Donc vaut mieux être sur place. Mais ça c'est ma façon de travailler à moi. Repartons du début. Déjà Bali, dans le temps où tu es arrivé, c'était quoi? Tu parles de la première fois en vacances ou à l'installation? Alors, pas en vacances, vraiment quand tu démarres la construction. Ça ressemblait à quoi, généralement, les constructions qu'on faisait dans le temps? Déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc déjà, ça changeait tout. Il y avait plusieurs développeurs déjà. Moi, quand j'ai commencé, il y avait plusieurs projets. La villa business, on va dire en délire rental, ça a commencé en 2000. Ça a commencé en 2000, moi je me rappelle, c'était The Villas à Légan, c'était les premières villas. Donc moi, quand j'ai démarré en 2012, il y en avait déjà, mais bien sûr, rien à voir avec aujourd'hui. Ce qui était bien, c'est que on faisait nos projets, on les décidait, on les designait, mais personne ne les voyait avant la réalisation finale. J'ai toujours fait des projets où c'était fini, je les vendais au départ. Après j'ai eu plusieurs clients qui m'ont acheté des villas, me redemandaient une deuxième villa.
ou m'envoyer des amis. Donc après, je travaillais aussi, voilà. Je n'ai jamais dépassé plus de 5-6 villas sur une année. Voilà. Et sur un projet qui était sur un même emplacement, donc plus facile à gérer, parce que j'étais sur place. Les réseaux sociaux, ce qui a changé, c'est sûr que maintenant on voit tous les projets, mais en même temps, ça donne énormément d'idées. Moi, je sais que je me sers énormément des réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne m'en sers pas pour moi à titre personnel, où je mets une visibilité sur moi. Mais par contre, je regarde énormément ce qui se passe. Je me sers même de l'IA maintenant, énormément de ChatGPT quand j'ai des questions, quand je me pose des choses. Voilà, je me sers, malgré mes 57 ans, je me sers de ces outils qui sont quand même extraordinaires. Alors, tu as eu beaucoup de succès avec tes anciennes villas. Donc, moi, j'ai vu les rentabilités. Hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, que je vois aussi comment tes villas évoluent. Comment on construisait dans le temps à Bali? C'était quel type de villa que tu construisais au tout début lorsque tu as commencé? Non, on avait par exemple, quand on faisait des toits béton, on n'avait pas tout ce qui était étanchéité, les rouleaux de goudron. Moi, j'étais parti les chercher à Jakarta au départ. Au début, on ne les trouvait pas sur Bali. C'était sur Batako, sur l'isolation. On n'y pensait pas trop. Tout ce qui était isolation, consommation électrique, tout ça, ce n'était pas quelque chose qui était pour nous important encore. Pour moi même, ce n'était pas important. Par exemple, là, tu vois, sur cette réalisation, c'est des baies vitrées avec un encadrement alu. À l'époque, tu verras, mais tu les as déjà vus des villas avant, c'était les verres transparents, donc il n'y avait pas de fermeture. Pourquoi tu as changé d'ailleurs? Parce que je me suis rendu compte, déjà, premièrement, sur chaque projet que j'ai pu faire, je gardais une villa. D'accord, donc je vendais des villas, mais j'en gardais. J'avais confiance en mes projets. C'est pas seulement de la vente. Ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Donc j'ai gardé des projets. Et avec les années, je me suis rendu compte des problèmes que je ne savais pas au départ. Quand tu as des villas à toi et que tu les gères en management, quand tu as le marketing, tu te rends compte de problèmes que souvent, même encore aujourd'hui, j'en suis sûr que les gens n'y pensent pas. Mais c'est l'avantage d'avoir cette expérience-là. Des problèmes, j'en ai connu. Celui qui dit qu'il n'a jamais eu de problème, bon, j'y crois pas trop, mais à chaque fois que tu rencontres un problème, déjà, tu réagis vite, et deuxièmement, tu ne le reproduis pas. Et tu essayes de savoir pourquoi j'ai pensé à ça et j'aurais dû faire ça. Donc à chaque fois, c'est évolutif, tu apprends. C'est sûr que maintenant, après 13 ans, je pense que j'ai une expérience. Aujourd'hui, sur un projet comme ça, je ne vois pas ce que j'aurais changé aujourd'hui ou demain. Je pense que j'ai pensé à presque tout. Même jusqu'à tout ce qui est électrique. J'ai ramené de métropole, de France, tous les systèmes électriques parce que j'étais pas, voilà, ce que je trouvais ici n'était pas pour moi adapté. Mon fils s'était foutu de moi, mais papa, tu m'as fait ramener 2 grandes valises. Quand maintenant tu as Internet, tu pouvais commander. Il avait raison. Maintenant, on peut tout avoir ici par Internet. Mais voilà. Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Oui, mais alors avant, on travaillait sur des villas qui étaient quand même ouvertes. Ouvertes, oui, tu as raison, Laurent. Moi, j'ai encore des villas aujourd'hui ouvertes, ou même beaucoup de clients à moi ont des villas ouvertes. Les clients aiment ça. Alors après, ça dépendait. Par exemple, toute la clientèle européenne, ça ne les gênait pas. Ça ne les gênait pas du tout parce que je trouvais ça extraordinaire. En France, si on prend la France en exemple, s'il faut fermer toutes les portes ou quoi que ce soit, on a peur des intrus. Mais ici, non. On a l'avantage à Bali de ne pas avoir de problème de cyclone, déjà. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, qui suis venu de la Nouvelle-Calédonie, les cyclones, on connaît. Jamais j'aurais pu faire des maisons ouvertes. Mais par contre, après, il y a eu la clientèle asiatique qui est très forte maintenant aussi, que ce soit indonésienne, asiatique, de partout. Oui, Singapour, Chine, eux, ils aiment bien que ce soit fermé. Et c'est vrai que par expérience, maintenant, je ne ferai plus de villas ouvertes. Parce que c'est sûr qu'on a de plus en plus, dans la saison des pluies, de vraies saisons des pluies. Donc ça peut être un problème. Et puis aussi, au Covid aussi, on a connu au Covid, pendant le Covid, les villas, on ne faisait plus de délire rental, mais on faisait des locations mensuelles. Et les gens, pour profiter d'un beau living room, c'est pas mieux qu'on puisse le fermer et climatiser. Et puis aussi, la clientèle a changé. Ils travaillent de chez eux. Il y a oui, énormément. Là, c'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'on conçoit une maison, j'ai des connexions partout qui sont dans les plafonds. J'ai mis des bureaux, les gens peuvent travailler, une connexion rapide. J'installe aussi la Skylink aussi sur les villas, comme ça ils auront deux. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut plus passer à côté de ça. Et les prix, tu les avais évolués comment? C'est carrément. Non, alors, on peut même pas en parler. Construction. En prix de construction aussi. Au prix de construction d'abord. Le prix ne veut rien dire. Moi, je sais que, par exemple, sur ce dernier projet, j'ai changé de contracteur. Après 5 ans, le mien était déjà pris, et puis j'avais envie de faire autre chose. Tout dépend des matériaux que tu vas mettre. Tu ne peux pas comparer. Des fois, les gens me disent, mais combien tu payes du prix du mètre carré? Ça ne veut rien dire.
je peux avoir voilà, si je donne un prix du mètre carré, ça ne veut rien dire. Tout dépend qu'est-ce que tu mets pour ce prix du mètre carré. Donc je sais que cette fois-ci, par exemple dans les plafonds, c'est des toits en Alderon, c'est l'isolant, j'ai des 8 cm de Rockwool. Donc tout ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Moi, je sais que des fois, sur les consultations que j'ai eues de contracteurs, des contracteurs qui m'annonçaient des prix, comme je connais le métier et comme je connais les prix, des fois je leur disais au revoir parce que c'était des prix qui étaient trop bas. Je sais très bien que c'est pas possible, c'est impossible. Des fois, il faut faire attention à ça. Alors on parle de quel type de prix? Entrons dans le détail quand tu dis ça. Mais quel prix tu juges ici c'est trop bas? Mais moi, quand investisseur classique. Non, mais moi par exemple, quand j'ai fait ma première villa, qui est la mienne, à Petite-Inguette, les prix c'était ma première villa. J'avais même pas pris le contracteur, j'avais pris un mandor et des ouvriers. C'est moi qui étais maître d'œuvre et je parlais pas un dos du tout, mais je me suis débrouillé. Le chemin le plus compliqué. Oui. Par exemple, ici, j'ai la villa, il y a la piscine, il y a les terrasses. Est-ce qu'on donne un prix du mètre carré que sur le mètre carré bâti ou après piscine séparée? Voilà, donc ça dépend des contracteurs qui travaillent différemment. Vous allez avoir un prix du mètre carré du bâtiment, vous allez avoir un prix du mètre carré pour la piscine, etc. Tout ce qui est aménagement, tout ce qui est bois intérieur, tout ça, c'est en plus. Ouais. Tout. Hein, la cuisine, tout ça, c'est en plus. Non, donc voilà. Et donc c'est sûr que si je rajoute tout ça, oui, le prix est beaucoup plus élevé, mais j'en ai pour la qualité. Pour moi, je vais m'y retrouver dans les années. Des clients qui vont acheter mes villas ou moi qui garde des villas sur les années. La maintenance, par exemple, tout ce qui est machinerie. Même si vous n'avez pas de place, il faut penser à un local technique. La chaleur est vraiment énorme. Les pompes vont tenir 2-3 ans et il va falloir les changer. Donc, tout cet aspect-là, ça a été pensé, ça a été pas seulement pensé, ça a été vécu. Je l'ai vécu, donc je sais. Donc j'ai un local technique pour tout ce qui est machinerie à part. Non, voilà. Franchement, tout a été pensé pour demain. Les gens, quand ils achètent des villas, des fois, une chose qu'ils ne pensent pas, c'est que c'est un business. Quand vous allez faire de la rentabilité, il faut l'entretenir, une villa. Une villa, si vous ne prévoyez pas un budget pour l'entretenir, les gens vont mettre les mains sur les murs, les valises, ils vont taper contre eux. Donc, tout ça, bah, c'est des choses. Donc, on va prévoir des matériaux qui vont mieux s'adapter à toutes ces contraintes-là. Des fois, souvent, des contracteurs vont vous proposer des budgets, mais ils vont s'auto-censurer des fois eux-mêmes. C'est-à-dire que des fois, ils vont vous proposer tout ce qui est machinerie ou produits, parce qu'ils ont tellement peur que le budget ne passe pas, ils vont proposer ça. Je vous ai demandé quelque chose, mais ne vous censurez pas. Dites-moi par exemple, cette pompe-là que je vais vous mettre, voilà, il y a cette pompe-là, et expliquez-moi les différences. Bon, maintenant, ils n'ont plus besoin de m'expliquer, c'est moi qui vais plutôt leur expliquer aujourd'hui, et je sais quoi mettre. Mais c'est vraiment important, parce que si vous devez changer le matériel au bout de 2-3 ans, vaut mieux le faire des travaux quand c'est en construction, de faire ces changements-là, parce que ça coûte toujours beaucoup plus cher quand c'est une fois que la villa est finie, une fois que vous avez des locations, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'intervenir. Donc, pour moi, c'est important de bien connaître tous les aspects mécaniques d'une villa ou de construction à tous les niveaux. Je veux quand même revenir sur un point important de ce que tu as dit. En fait, ici à Bali, beaucoup d'investisseurs, ils arrivent, ils demandent c'est combien du mètre carré la construction. En fait, ce qu'il faut comprendre, donc juste pour l'audience, c'est que le mètre carré, parfois il parle, il dit c'est le bâti. Donc est-ce que est-ce que ça inclut, votre mètre carré inclut l'extérieur? Donc certains ils vous disent j'invente, c'est 800 € du mètre carré ou 1000 € du mètre carré. Parfois ils incluent l'extérieur, c'est-à-dire la piscine et puis l'extérieur. Et il y en a d'autres, quand ils disent c'est 1000 € du mètre carré, ça n'inclut que la partie, la villa interne, enfin intérieure, ce qu'on appelle le ground floor en anglais. Donc c'est ça, il faut vraiment comprendre. Donc parfois quand on compare deux prix au mètre carré. Moi personnellement, je préfère quand tout est détaillé. J'ai déjà eu des contracteurs pour les prix, puis on construit la maison et j'ai déjà eu ça. Et les murs, ah bah non, ils n'étaient pas dedans. Pour toi, c'est évident qu'on fait des murs. Mais des fois, il faut tout préciser. Et que quand on te donne un budget global, piscine, construction, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour tel domaine, telle partie. Parce que pour moi, maintenant, ça me permet de savoir, oui, ok, le prix qu'il m'a annoncé, il est cohérent par rapport à ce que j'ai demandé. Mais quand c'est noyé dans la masse, c'est plus compliqué à se rendre compte. Souvent, des fois aussi, il y a les contracteurs, ils vont prendre une marge beaucoup plus importante dans ce qui est le gros œuvre. Parce que dans le gros œuvre, c'est très compliqué, si tu n'es pas professionnel, de savoir quelle est la quantité de béton, quelle quantité de ferraille.
Qu'après, demain, s'ils doivent installer une vasque, bah, c'est facile d'avoir le prix de la vasque. Si c'est d'avoir des vides, tu peux l'avoir. Mais sur le gros œuvre, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc et ça, c'est la plupart des contracteurs en général. Ils savent que vaut mieux faire. Ça marche et c'est pas un tort. Hein. Ils ont raison. Tout le monde doit gagner sa vie. Mais moi, j'ai besoin de savoir dans chaque partie quel prix correspond à quoi. Alors maintenant, on va aller sur la partie prix. Donc on disait tout à l'heure, mais maintenant prix au sens global de Bali. Donc les terrains, les villas, qu'est-ce que tu en penses? C'était combien quand tu... J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Mon premier terrain, bah, c'était ma maison à Petite Tinguette quand j'ai pris. C'est bon, toujours, on va parler de location à l'art. Hein, donc j'avais payé 2,8 millions pour un art, j'en avais 8. Un art, c'est 100 mètres carrés. Hein, voilà. J'avais pris 30 ans, 20 ans plus 10 ans. Aujourd'hui c'est entre 30 et 35 millions, l'art. Donc ça n'a plus rien à voir du tout. Ça fait plus de... C'est quoi, fois 12, c'est ça? Ah, mais plus. Non, mais on ne peut pas comparer. Mais à l'époque, quand on arrivait, il fallait être stupide pour ne pas prendre un terrain. C'était vraiment intéressant de le faire. Aujourd'hui, maintenant, il faut penser le projet. Parce qu'à l'époque, les terrains ne valaient rien par rapport... C'était la construction qui coûtait plus cher. Mais maintenant, on est presque arrivé au même niveau. Ouais. Maintenant, le terrain, c'est un budget aussi important, des fois, qu'une construction. Tout dépend de la construction qu'on va vouloir et le degré de qualité. Mais sinon, les terrains, oui, maintenant, ça devient un très, très gros budget dans un projet. C'est ce qui m'a... Pendant 4-5 ans, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'ai dit, attends, on va voir comment ça se passe, parce que là, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite et beaucoup trop loin. Donc j'ai eu besoin d'un temps pour absorber toutes ces informations nouvelles qui arrivaient. Et alors, bilan, c'était le bon choix? Non, je pense que j'aurais pas dû arrêter. Parce qu'en fin de compte, il fallait s'adapter. Non, mais j'avais besoin aussi personnellement et pour ma famille de faire un break. Parfois, ça va trop vite voilà. aussi. Alors, par contre, à un moment donné, quand j'ai vu les prix qui allaient trop loin et quand j'ai voulu faire ce nouveau projet, au début, je ne savais pas que j'allais le faire sur Ungasan ou Uluwatu. J'y pensais pas. Pourtant, c'est un des endroits où les plages sont magnifiques. On venait souvent au week-end avec ma famille. Mais j'étais sur du Canggu et à un moment donné, quand j'ai vu les prix qui montaient, mais pour moi, ça devient du n'importe quoi. Et je ne sais pas construire sur un art. Je suis incapable de construire sur un art une maison avec une piscine. Ça se fait de plus en plus maintenant, ou sur 2 arts. Donc, j'ai besoin d'avoir un espace. Là, par exemple, sur cette villa-là, j'ai 3 arts et demi. J'en ai d'autres 3 arts 2, mais je peux m'exprimer. Pour moi, de construire sur la totalité du terrain un building, je ne sais pas faire. Il y en a qui le font très bien, mais moi, je me mets toujours à la place de personnes qui viennent à Bali. Voilà, je veux leur donner un cadre où on est à Bali. Donc, et un jour, je venais voir un contracteur sur un projet ici, sur Ungasan, et puis en venant ici, je sais pas, pourquoi j'y pense pas ici. Et voilà, c'est comme ça que j'ai contracté ici en septembre 2023. Voilà, septembre 2023. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Les prix des terrains étaient beaucoup plus intéressants que sur Canggu ou sur Petite Tinguette. J'avais une marge, j'avais une latitude. J'ai bien fait parce que ça a presque plus que doublé, voire triplé, presque 1 an après, là où je suis. Donc, je ne regrette pas. Un an et demi. Moins d'1 an et demi, c'est impressionnant, la vitesse où ça va. Et comment tu l'expliques d'ailleurs, ça? Comment tu expliques que ça augmente autant? Est-ce qu'on va pas avoir aussi une saturation? Enfin, comment je l'explique? D'abord, je ne l'explique pas. Je pense qu'il y a un marché. Et un balinais en indonésien, si on lui propose tant, pourquoi il va refuser? Et le problème souvent, c'est qu'il y en a qui font flamber le marché. Donc, et comment ça se passe à Bali? Si un propriétaire balinais a contracté son terrain à tel prix, même si c'était du n'importe quoi au niveau du prix, c'est presque impossible qu'un autre balinais à côté accepte un prix inférieur. Ouais, donc le problème, c'est que c'est toujours le dernier prix qui a été acheté qui fait référence, même s'il n'est pas du tout... Même s'il n'était pas correct, le premier prix. Mais voilà. C'est comme ça, c'est ce problème-là. Donc, mais à chaque fois, jusqu'à moi, ça fait presque 20 ans, malgré ça, je vois de plus en plus de touristes venir. Alors, après, c'est par rapport à la villa que tu vas faire, si tu vas choisir un peu la clientèle que tu veux. Moi, je me suis orienté toujours sur du qualitatif et quelque chose de beau.
pas du luxe obligatoirement. J'aime que les gens puissent payer une villa et en même temps voilà, avoir ce rêve pendant le moment de leurs vacances. Mais dans le haut de gamme. Le haut de gamme ne veut pas dire obligatoirement prix de luxe. Voilà, c'est ma philosophie. Mais les prix des terrains, j'ai loupé plusieurs affaires à Canggu, à Brawa. Un de mes meilleurs amis m'avait proposé, mais j'y croyais pas. J'ai pas eu le nez pour déceler des fois les endroits qui sont partis très vite. Mais pour ça que je dis, moi je suis un artisan. Je suis pas un visionnaire. Je suis un artisan. J'aime faire ma construction, mon terrain. Les jardins pour moi c'est impossible d'imaginer une villa sans un jardin si j'ai pas prévu ce budget jardin. Des fois même, je ne comprends pas. Des fois, je vois dans des stories ou dans des vidéos, ou même des fois, je me déplace, des villas magnifiques. Et je regarde le jardin et je vois quelques arbres qui se battent en duel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'on a la chance à Bali de pouvoir faire de très beaux jardins pour des prix franchement dérisoires par rapport à l'Europe ou à d'autres pays. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important. Ça coûte combien un jardin? Bah, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Demande-moi, par exemple, allez, ici, chez toi, voilà. Si je te donne ce budget-là, ici, avec les jardins derrière, tout ça, j'en ai eu pour 100 millions. Donc 6 000 euros à peu près, 6 500 euros. Regarde le jardin. Ouais, magnifique. Comment tu peux te dire, non, je vais pas le faire? Pour moi, c'est impossible. C'est ma signature d'abord. Dans tous mes projets, les jardins ont toujours été ma signature. Alors j'ai eu des projets où il y a des endroits même sur Brawa, je connais des amis qui ont une très grosse rentabilité. Mais c'est rare. Moi, personnellement, entre 8, 10-12%, c'est déjà une très belle rentabilité. Et alors on parle net. Hein, en net. Maintenant, on va parler un peu de ta villa, de là où on est. Déjà, on est où exactement Alors ici, on est dans les endroits de Ungasan Uluwatu, qui est un des endroits les plus hauts. Donc on est très haut. Donc on est à Ungasan exactement. On est proche des plages. Par exemple, les premières plages, celles de Melasti. Donc si les gens vont regarder sur Google, ils peuvent les voir. On est à 7-8 minutes en scooter. Ce sont de très belles plages. Très belles plages. Savaya, on est à 8 minutes aussi. Voilà. Bingin, par Dreamland, on est à 12 minutes. Donc on est vraiment... Et puis il y a énormément de commerce tout autour. On est très rapidement accès aux routes et au commerce. Non, moi c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup parce que je trouve que on est vraiment central. On est central en haut, donc on a un temps pour moi qui est magnifique. Et cette villa, elle fait combien de chambres alors? Et d'ailleurs, parle un peu de ton projet au sens large. Oui. Parce que tu as acheté un grand terrain que tu as subdivisé. Oui, j'ai acheté, il fait 1900 mètres carrés le terrain. Voilà. Il fait 19 arts. J'ai fait 3 premières villas, donc sur 10 arts. Cette villa où on est en train d'enregistrer, fait 3 arts 50, 3 arts 50, 3 arts 60, hors commun. Là, je parle juste de l'intérieur de la villa, dès qu'on franchit la porte. La villa numéro 2 à 3 arts 30 et la dernière à 3 arts. Sinon, l'immeuble, le bâtiment, exactement le même en nombre de mètres carrés que les 3 autres villas. C'est juste la taille du terrain qui est un peu plus petite, voilà, ou un peu plus grand. Tout dépend laquelle on prend. D'accord. Voilà. Et ces 3 villas, d'ailleurs, on va les voir. Oui. Les 3 chambres, tu as mis des beaux puits t'as mis du jardin. J'ai utilisé beaucoup de matériaux nobles. J'aime, voilà, j'ai utilisé des beaux matériaux. Alors, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Dans une villa, ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas aussi. La durée d'une villa sur le temps, les problèmes techniques qu'on peut avoir, souvent, ça ne se voit pas. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent et je me fais un point fort à faire quelque chose qui est vraiment de qualité. On a une isolation qui est superbe, c'est des panneaux de recoul de 8 cm, on a des isolants, tous les bois intérieurs c'est du teak, extérieur c'est du banquirail. À chaque fois que je fais une villa, je l'imagine, je fais une villa pour le jour et une villa pour la nuit. C'est-à-dire que comme je la conçois, que ce soit dans l'éclairage, dans les jardins, j'ai le soir et la journée. Pour moi, en fin de compte, c'est la même, mais c'est 2 villas différentes quand le soir et la journée. C'est aussi important pour moi. Donc le soir, les éclairages que j'ai mis, tout ça, c'est
où tu as un full éclairage, mais c'est paisible, ça peut être détente. Il y a quelque chose que tu dis très intéressant. Donc, tu commences par construire, parce que moi je connais l'histoire, à Sémignac. Oui. Donc, ça évolue bien. Et ensuite, quelle a été la prochaine destination? En fait, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Comment tu as vu Non, mais déjà, je suis resté longtemps dans ce quartier-là parce que j'ai construit beaucoup de villas. Ça fonctionne toujours, Sémignac d'ailleurs? Ouais, c'est même, je trouve que si je te montre mes rentabilités aujourd'hui, je ne vais pas dire obligatoirement la rentabilité, même les remplissages. On a eu, après le Covid, ça a descendu, parce que Canggu était venu. C'était vraiment la partie où il fallait être. Tout le monde voulait Canggu. Donc on a connu cette baisse. Pendant le Covid, c'est sûr qu'on a vu une baisse totale. Et après, on a connu. Et là, de plus en plus, c'est remonté. Je retrouve même presque les chiffres que j'ai connus avant Covid. Donc je suis à plus de 80% de remplissage dans mes villas sur Sémignac. J'ai un ami qui m'a dit, mais Franck, n'oublie jamais, l'aéroport est à 30 minutes. Les gens, ce sera toujours important d'avoir un aéroport pas très loin. Et c'est vrai que les villas à Sémignac, il y a eu un regain, une clientèle qui est toujours là. Aussi, le trafic. À Canggu, le trafic, ça devient vraiment, on voit sur les stories ou sur les réseaux sociaux, les gens postent énormément de vidéos sur ça. Donc, non, maintenant, franchement, je pense que les clients qui m'ont acheté une villa à cette époque-là sont contents encore aujourd'hui. Tu referais des projets là-bas, sur Sémignac? J'aime bien. C'est comme quand je change de pays, je ne regarde jamais derrière. J'aime bien aller de l'avant. J'aime bien de découvrir des. Quand je suis parti de Paris pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais eu de regrets à part la famille, mais j'ai jamais regardé derrière moi. En Calédonie, j'ai fait presque 20 ans. Je suis retourné qu'une fois. J'ai du mal à retourner, même si c'est mon pays de cœur. Pour moi, voilà. Donc je vais de l'avant. Sémignac, pourquoi pas? Si j'ai une bonne opportunité, je retournerai sans aucun problème. Mais j'aime énormément ce que je suis en train de faire ici sur Uluwatu. Il y a des domaines comme Sidémen qui m'attirent énormément, d'autres endroits, voire plus loin. Mais non, je ne suis pas arrêté sur. Ça peut être demain de Canggu. Si j'ai une bonne opportunité avec le terrain et que je pense, j'irai. J'ai aucun problème avec ça. Laurent, je vais t'expliquer, quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 zones de tourisme ici. Kuta, Sémignac. C'est pareil, mais c'était Kuta ou Sémignac. Ouais. D'accord? Les Australiens, c'est très Kuta. Les étrangers, mais bien, quand je dis Sémignac, parce que c'est pareil, si on connaît la zone, c'est presque pareil, mais c'est vers Petite-Inguette. Ubud, c'était. Les gens y allaient, mais il n'y avait rien. On passait la journée à Ubud ou un hôtel la nuit. Et aujourd'hui, pour moi, il y a 5 pôles maintenant. Donc ça a changé totalement. Il y a toujours Sémignac, Kuta, je vais mettre sur un pôle. Il y a Canggu. D'accord, il y a Ubud, il y a Uluwatu. Ah non, mais à l'époque, il y avait même Sanur. C'est vrai que Sanur, et Sanur, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt. Alors, j'y pense aussi. Alors, il n'y a pas de rentabilité là-bas. Non, c'est pour les gens qui veulent s'installer. Exactement. Ça revient. Et le dernier en date, c'est vraiment Uluwatu. C'est qu'on a vu Uluwatu, je me rappelle, personne n'y allait, il faisait trop chaud, on parlait de tous ces problèmes d'eau. Alors, des fois, les gens, quand tu parles d'Uluwatu, ils disent « Ah ouais, mais pour le trafic pour y aller ». Mais à Bali, aujourd'hui, il y a du trafic partout. Mais la différence avec Uluwatu, on va avoir du trafic si on vient de Sémignac pour arriver à Uluwatu. Mais quand on est à Uluwatu, on n'a plus ce problème de trafic. C'est juste la route qui y amène. Et encore, les gens ne pensent pas, il y a une deuxième route par le péage, quand on vient en voiture, qui est beaucoup plus rapide, parce qu'il y a moins de circulation. Mais quand tu te trouves à Uluwatu, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. C'est je prends mon scooter, je me balade. C'est un gruyère, il y a des rues qui sortent de partout. Donc on peut passer d'un endroit à l'autre. On a une multitude de choix d'accès, ce qu'on n'a pas dans d'autres secteurs. Et ça, j'aime beaucoup. Mais donc la circulation, c'est un faux problème, oui, juste pour l'aller ou le retour, quand on veut sortir d'ici. Mais de plus en plus, les touristes restent sur Uluwatu. Donc ils vont passer des journées, ils peuvent passer une journée à Ubud, ils vont passer une journée à Sémignac, mais gardent leur résidence principale ici. Les restaurants, il y a un boom au niveau de la restauration, il y a énormément d'activités qui est en train de se lancer. Non, franchement, on se sent beaucoup plus en vacances ici, pour moi. Est-ce que tu pourrais nous donner les pôles, on va dire, résidentiels pour toi? Quels sont les quartiers les plus résidentiels? Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est Umalas reste vraiment un quartier... Moi, Umalas, j'aurais toujours une affection pour Umalas. Ouais. J'aurais toujours cette affection pour Umalas. Moi, j'habite sur Petite-Inguette, mais j'ai beaucoup d'amis qui habitent sur Umalas. Mon fils, mes enfants étaient à l'école à Umalas, mon dernier va encore à l'école à Umalas. C'est entre Petite-Inguette, Sémignac et Canggu, c'est au milieu de tout ça. Il y a cet avantage d'avoir 3-4 accès différentes. Donc on n'est pas coincé par un seul accès par une seule route. Bon, ça va changer parce que ça se développe énormément Umalas.
Oumalas d'abord a eu pour moi une rapidité au niveau de l'augmentation des prix qui a été impressionnante. Mais vraiment impressionnante. Hein. Pour moi, c'est la dernière qui a été... Je m'en souviens, personne ne voulait Oumalas. Il y a 15 ans, on nous parlait moi, je me rappelle quand j'ai acheté, quand j'ai construit ma maison à Petite Inguette, au début, on m'avait proposé un terrain à Oumalas. La rue où il y a 7am, tout ça. C'était 800 000 $. Waouh, je te parle de ça, c'était en 2007. C'était 800 000 $. Et à l'époque, je trouvais ça beaucoup trop loin. Mais il n'y avait pas encore les shortcuts. Les shortcuts n'étaient pas faits. Et à l'époque, de faire 8-9 minutes, on trouvait ça loin. C'était long. Que maintenant, on va mettre 40 minutes. Et, voilà. Mais non, Oumalas, j'aime beaucoup ce secteur-là. Et maintenant, c'est combien Oumalas pour toi? Tu vois les prix? Oumalas, je sais pas. Moi, j'ai pas acheté dernièrement à Oumalas, mais beaucoup d'amis m'ont acheté. Oui, j'entends des 20, 25, 30 millions sur Oumalas. Donc ça fait du x30. Mais on peut pas compter comme ça, malheureusement. Mais je trouve qu'Oumalas a été le dernier oublié. Et pourtant, pour moi, c'est peut-être la petite perle. C'est ça, exactement. Alors, on revient quand même sur la construction. À quoi quelqu'un qui voudrait construire ici, déjà, ils ont des questions simples. C'est est-ce qu'ils doivent construire eux-mêmes? Donc, construire eux-mêmes, acheter sur plan et participer à une construction, ou bien acheter déjà une villa existante. Toi, en tant que constructeur... Déjà, par rapport à ce que je t'ai dit, ma première villa, je l'ai construite moi-même, où j'ai pris les ouvriers. Aujourd'hui, si tu me dis de le refaire, je ne le referai pas. D'accord? J'ai fait une villa qui est toujours là, qui est toujours belle villa, mais avec énormément de problèmes que j'ai pu avoir. Après, c'était ma première. J'avais fait ma première à Nouméa, mais j'étais accompagné, mais j'avais fait déjà ma première. J'aimais bien ce milieu-là. Mais pourquoi? Parce que c'est compliqué? Non, c'est pas que c'est compliqué. Quelqu'un qui va venir ici la première fois n'a pas la connaissance du pays ou des saisons. Je m'apparais même les 2 premières villas dans mon projet à Sémignac. J'avais un partenaire et puis à un jour je pars et puis on avait fait des ouvertures dans les salles de bain. Et lui n'habitait pas ici. Moi j'étais parti en vacances et il y a cette étape-là. Et il m'avait fait, j'arrive et je vois les salles de bain avec une ouverture, les trois quarts de la salle de bain, il n'y avait pas de plafond. Et les salles de bain, c'est mieux ouvert. J'ai dit, mais attends, c'est Bali, c'est super ouvert. Et j'ai dit, mais t'as jamais fait une saison des pluies, toi? T'as jamais fait une saison des pluies. Donc il y a des choses à connaître. C'est important de connaître et ça a évolué tellement. Si, à moins que la personne soit du métier, et encore, c'est pas parce que tu es du métier à l'étranger que tu vas savoir ici. Après, c'est gérer les personnes. Mais une personne qui s'y connaît, oui, pourrait se lancer. Moi, je l'ai fait. Hein, et pourtant, je n'étais pas du métier à l'époque. Donc, oui, tu peux le faire. Mais aujourd'hui, je déconseillerais quand même de le faire soi-même. Voilà, c'est prendre un gros risque quand même. Mais par contre, ça peut être aussi un risque des fois d'avoir le mauvais contracteur. Il y a des étapes importantes à savoir, même au niveau des paiements. Les paiements, les tranches de paiement sont très importants. Il ne faut pas, par exemple, si un contracteur dit oui, mais je ne peux plus, j'ai besoin de... Des fois, il faut tenir sec et pas donner des avancées tant que les tranches de paiement n'ont pas été réalisées. De faire attention aux matériaux. Le choix des matériaux, c'est pas donné à tout le monde de les connaître aussi, surtout sur Bali, dans les pays. Il y a énormément de contracteurs, mais on va pas mettre la faute sur Bali. Je pense que dans n'importe quel pays, même en France, au niveau de la construction, on entend des histoires qui sont complètement abracadabresques, des gens qui construisent mal ou qui partent. Donc dans tous les pays, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ou si on n'est pas sur place à suivre son projet, à avoir une personne qu'on engage, je conseille moi d'engager des fois une personne, et il y en a, de plus en plus commencent à voir des entreprises qui se montent aussi, ou d'être accompagné, ou d'avoir une sélection d'entreprises qu'une personne peut vous conseiller. Ouais, ça peut être un parcours du combattant qui est assez épineux quand même, hein, pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude. Ouais. Alors, l'achat maintenant sur plan, tu en penses quoi? Je peux en penser du bien à 100%, comme je peux être... Ça dépend avec qui, toujours. Ça dépend avec qui. Je vais te dire, par exemple, ces villas-là que je viens de faire, au début, je les avais mis sur plan. Rappelle-toi, j'en avais parlé. Ouais. J'ai retiré au bout de quelques mois parce que je ne voulais pas avoir la pression. Je voyais que le contracteur, où je suis content de la construction, mais qu'il allait avoir du retard, et pas mal. Et je n'aime pas travailler sur cette pression-là. Donc, je l'ai fait avec mon propre argent, j'ai investi mon propre argent, j'ai construit. Donc, à un moment donné, et je vois tellement de projets sur plan aujourd'hui, même de super belles vidéos 3D qui n'existaient pas à l'époque quand j'ai commencé. Aujourd'hui, si je te montre la 3D qu'on avait fait avec l'architecte de cette villa et la réalité,
il n'y a presque pas de différence, à part des choses que j'ai décidé de changer. Mais ça ne se voit pas quand on regarde. Si des entreprises, on vous les conseille, si les gens ont déjà travaillé avec eux, pourquoi pas? Moi, j'en ai vendu à l'époque. À l'époque, quand je vendais des villas, j'avais des clients qui attendaient, j'avais une liste d'attente de clients qui attendaient parce qu'ils avaient vu les villas que j'avais faites, ils avaient été conseillés par des personnes, ou surtout, c'est des clients qui m'avaient acheté une première villa qui m'achètent une deuxième villa. Donc, ça allait. Et il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire. Mais pour moi, des entreprises qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de visibilité, non, personnellement, je n'irai pas sur le plan. Mais je ne dis pas que j'ai raison. Hein. C'est juste une opinion. Et les villas existantes, justement, est-ce que tu conseilles à un investisseur de venir ici et que c'est toujours rentable, en fait, d'investir ici, d'acheter une villa existante par rapport au Airbnb ou par rapport à la location annuelle? Tu m'aurais posé cette question-là, honnêtement, il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais été, oui, catégorique. Aujourd'hui, il faut faire attention au marché, c'est-à-dire que pas penser simplement à du daily rental. Maintenant, moi, quand je fais des projets, je pense à plusieurs entrées possibles, c'est-à-dire du daily rentable, ça peut être de la location mensuelle, de la location annuelle ou des personnes qui viennent s'installer. Donc maintenant, de se figer simplement sur une niche, même si elle est grande, pour moi, ça peut être un risque. Donc je regarde toujours ces 4 possibilités. Daily rental, mensuel, annuel, ou des personnes qui veulent l'acheter pour elles-mêmes, pour s'installer. Ça, c'est ce que je fais maintenant. Mais à une certaine époque, je faisais que pour du daily rental. C'est quoi la différence? La différence, d'abord, la conception de la maison, tu ne peux pas la penser pareil. Par exemple, quand à l'époque, je faisais des villas ouvertes, pour des gens qui doivent y vivre toute l'année, c'est compliqué. Sinon, tu vas passer beaucoup de temps dans ta chambre à la clim et dans le living room si c'est ouvert. Non. Donc déjà, tu ne la conçois pas dans les rangements, dans les espaces. Tu dois prévoir des espaces beaucoup plus grands pour des personnes qui vont vivre au mois ou à l'année que des personnes qui vont venir 3 jours, 4 jours ou une semaine. Des fois, ils ouvrent leur valise simplement. Donc tout ça, on doit le penser au départ. Donc voilà, mais non, mais sinon, bien sûr que j'y crois, je reste toujours ici, mais je ferai toujours je pense encore des projets. Je fais attention au secteur. Pour moi, j'ai peut-être tort, mais sur Canggu, je ne me vois pas y aller. Je ne dis pas que ça ne marche pas. J'ai des personnes que je connais, des amis leur villa marche très bien, mais il y a eu tellement une masse pour moi. Je voudrais voir comment ça va se passer dans 1 an et 2. Là, au niveau des prix, des fois, on m'annonce déjà que des villas, ça baisse au niveau des prix. Ils sont obligés de faire du last minute. C'est un gros problème. Le last minute, vous êtes obligé de baisser radicalement le prix. Donc, ça ne sert à rien de mettre un prix pour se faire plaisir. Un prix, ça s'étudie. Que ce soit un prix pour, quand on a un budget pour la construction, un budget à la vente, mais surtout un budget de location. Il ne faut pas écouter des fois Pierre-Paul Jacques qui vont me dire « Ah non, mais à vous au moins ce prix-là », ou même s'écouter soi-même. Il y a un marché. Il faut regarder ce qui se passe. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on peut voir à grande échelle aussi. Donc, pour moi, ça a toujours été important quand tu mets une location de villa, si mes villas continuent à bien fonctionner, c'est que d'abord, quand il y a besoin d'une assistance ou d'un problème, on réagit très vite. Donc la réaction, personne ne peut dire « Oh, mais j'ai eu un problème ». Mais il y a des problèmes partout. L'important, c'est la réactivité. Si la réactivité a été dans l'heure ou dans les 2 heures, ça a été réglé, c'est plus un problème. C'était peanuts. Mais par contre, je sais que quand il y a les grosses saisons des pluies, il y a eu des gros problèmes d'infiltration d'eau, énormément. Donc voilà. Mais la réactivité est importante. Après, le prix, pour moi, le prix, je sais que j'ai un juste prix qui est cohérent, qui est peut-être plus bas que ce que j'aimerais, mais j'ai une belle occupation. Donc peut-être si j'augmente mon prix, à chaque fois, je dis avec la personne qui s'occupe de mon marketing, putain, ça fait 4 ans qu'on n'a pas monté les prix, j'aimerais monter. Il me dit, Franck, tu veux prendre le risque ou pas? Et non, je ne prends pas. Je dis, bon, voilà. Mais c'est vrai que ma rentabilité va baisser parce que j'ai plus de charges. Mais encore, ça reste pour moi très intéressant. Comment tu as vu évoluer cette rentabilité avec Bali? Est-ce que c'est toujours intéressant d'ailleurs de venir investir aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses? Comment tu vois les choses dessus? C'est comme dans tout, dans les business. Ouais, sois honnête. Hein. Un jour, j'ai mon beau-frère qui a fait un investissement la première fois ici. Et il me dit, mais c'était avec son ami, il me dit, mais ouais, mais il ne peut pas me garantir à 100%. Je dis, mais Mathieu, c'est du business. Du business, celui qui garantit à 100%, tu pars en courant. Ça n'existe pas. Garantie à 100%, ça ne peut pas exister. Alors, aujourd'hui, si je suis honnête avec toi, j'ai une rentabilité qui est moins forte que ce que j'avais avant Covid. D'accord? Mais je vais être honnête aussi. On parle de combien? Alors, donne des chiffres. On parle des... avant Covid. Mais si je vais être honnête, je vais être honnête entièrement. Oui. D'accord?
Maintenant, j'ai des entreprises, des compagnies, des PT-PMA. Avant, je n'avais pas ça. Donc, des fois, tout ne passait pas dans des déclarations. Donc, c'est pas pareil aussi. Aujourd'hui, je paye 100% de mes impôts, de mes charges, de tout. Tout est clean. Avant, on s'amusait un peu. Voilà. Aujourd'hui, je déconseille de le faire. Voilà, donc, ils se sont structurés en Indonésie. Ils sont structurés, mais même nous, à un moment donné, même nous. Ouais, mais voilà, alors, pour ça, je te dis, tu ne peux pas avoir la même rentabilité qu'avant. Mes villas, elles ont entre 5 et... Celles que j'ai gardées 5 et 8 ans. Et bien, si tu veux, tu as des frais, on va dire, de maintenance, si tu veux. Et bien, comme je t'ai dit, par exemple, j'avais des toits béton. Les toits béton, c'est si les pentes ne sont pas bien au début, ben, j'avais des toits béton, le contracteur n'avait pas fait les pentes comme il fallait. Et l'eau, il n'y a pas pire que l'eau. L'eau, si elle doit rentrer, elle va rentrer. Elle va rentrer. Donc à un moment, tu refais plusieurs fois l'étanchéité. Le soleil à Bali est vraiment, quand la période chaude, intense. N'importe quelle, que ce soit les rouleaux de goudron, que ce soit les acryliques, tout ça, à un moment donné, ça craque. Donc il faut refaire. Donc tous ces budgets-là, tu les rajoutes. Au début, tu ne vois pas. Tout ce qui est motorisation, tout ce qui est dit, à un moment donné, ils ont été installés dans des endroits que je ne ferai plus aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des budgets que tu rajoutes au salaire. Les salaires ont augmenté, mais honnêtement, personne ne peut se plaindre des salaires qui ont augmenté au niveau des staffs à Bali sur les années. Franchement, il faut se regarder dans un miroir, hein. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, ce qui a augmenté, c'est c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Maintenant, c'est les 11, les 12%. Toutes ces charges-là, tout. Au début, je n'ai pas gardé des villas pour moi. C'est mon épouse qui m'a dit, mais attends, quand il voyait que mes clients me redemandaient une deuxième villa, elle me dit, mais attends, t'es bête ou quoi? Tes clients, ils te refont faire une deuxième et même des clients une troisième villa. T'as pas compris qu'il faut que tu en gardes toi aussi? Donc j'ai commencé, j'ai mis 3 ou 4 ans à me garder des villas pour moi. Au début, j'étais concentré que sur ça. Et après, j'ai dit, c'est vrai que je vais faire des projets où je vais garder aussi des villas pour moi. Qu'est-ce que tes clients, eux, ils ont comme rentabilité à l'année? Donc, est-ce qu'ils ont aujourd'hui, 10%, 15%? C'est ça. Pour moi, ma meilleure pub, hein, à chaque fois qu'un client m'achetait une villa, je donnais les contacts de tous ceux qui m'ont acheté une villa. Pour moi, c'était plus simple. Pas de problème. Il ne faut pas m'écouter. Si je vends une villa, pourquoi ils vont me faire confiance? Appelez ceux qui ont acheté. Et quand j'ai eu une grosse partie qui m'ont fait faire une deuxième villa. Donc ça, c'était avant Covid. Hein. C'était avant Covid. Après, aujourd'hui, si je suis honnête, sur Sémignac, il y a des clients qui sont mécontents sur Sémignac, qui veulent revendre même, si tu veux, mais ils vont faire une belle plus-value quand même. Parce que j'ai toujours fait attention à une chose très importante. Tous mes contrats, j'ai des longs contrats. Ils vont le vendre plus cher que ce qu'ils ont acheté et en ayant gagné des années, ça sans aucun problème. Par exemple, le contrat ici, j'ai pris 25 ans plus 15 ans, j'ai 40 ans. Aujourd'hui, il reste 38 ans et 10 mois. C'est des gros contrats. C'est magnifique. Donc, à un moment donné, je conseille même souvent, moi, des clients, moi-même, je change mes villas, je les revends entre 5 et 7 ans. D'accord? Ou parce que j'ai envie d'autre chose. Même des fois, je me dis, mais elles ont une super rentabilité, pourquoi? Mais j'ai pas envie de m'endormir. J'ai envie de réinvestir cet argent-là et de partir sur d'autres projets. Donc, pour moi, c'est différent. Comme tu as justement dit, c'est moi qui construis, donc j'ai pas le même prix. Mais pour moi, un retour sur investissement, quand tu as un long contrat, 8-10 ans, c'est super. C'est super entre 8 et 10 ans. Voilà. Mais pour ça, si tu as que 25 ans, c'est difficile à revendre un contrat de 15 ans. Très difficile de revendre un contrat de 15 ans. Tu as un contrat où tu as encore 30 ans derrière, tu es le roi du monde. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que le marché, je l'ai vu comme ça. Alors, c'est possible que ça continue comme ça. Moi, on me parle de bulles, mais depuis 10 ans qu'on me parle d'une bulle. Non, mais c'est vrai, hein, on me parle d'une bulle. Là aussi, on me parle de cette bulle qui va exploser à un moment, mais ça fait 10 ans qu'on me parle de cette bulle-là. Donc, peut-être qu'il y en aura une, mais je ne sais pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois que les touristes continuent à affluer énormément, toujours. Après, c'est pareil, c'est dans le segment que tu choisis. Ouais. Est-ce que tu choisis la clientèle de masse? Est-ce que tu choisis la clientèle middle? Est-ce que tu es la haut de gamme? C'est à toi, quand tu décides un projet, de savoir vers... Et qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne aujourd'hui? C'est plus moi, le très haut de gamme, je ne m'y intéresse pas. Le très haut de gamme, c'est-à-dire, quand je dis le très haut de gamme, c'est-à-dire une clientèle qui est hyper exigeante. Hyper exigeante. Celle-ci ne m'intéresse pas parce qu'elle va toujours critiquer. Elle va toujours trouver quelque chose parce qu'elle a l'habitude de voyager dans les... Et même, je pense que la très haut de gamme, on l'a presque plus à Bali.
D'accord, ceux qui voyagent dans tous les grands palaces, on l'a plus trop. On a la clientèle qui a beaucoup d'argent, qui voyage. Moi, l'important à Bali, le service, par exemple, moi, dans chaque villa, j'ai, pour une 4 chambres, j'ai 2 femmes de ménage, jardinier et pisciniste, donc on a un vrai service. Je reviens de Phuket, j'y vais souvent, le service n'a rien à voir. Quand vous louez quelque chose, c'est 1 fois par semaine que vous avez le ménage. C'est vrai qu'à Bali, le service est vraiment, je pense que c'est un des pays à ce niveau-là qui est le mieux. Mais après, ça dépend, le propriétaire décide de le faire. Moi, je décide de mettre un certain budget pour qu'il y ait un service impeccable. On vit maintenant avec la contrainte du commentaire. Donc, à un moment donné, sur mes villas, ouais, je suis à 4,9, 4,9,5. Donc, sur Airbnb, c'est excellent. Mais c'est vrai que et des fois, tu peux avoir un client qui va te faire un chantage au commentaire. Moi, ça m'est arrivé déjà. Bon, il faut le savoir le gérer. Mais quand tu as, sur chaque village, 150, 180, plus de 200 commentaires sur chaque, à un moment donné, s'il y en a un qui a un problème ou qui a été mécontent, c'est pour ça que des fois, on n'aime pas la saison des pluies. Saison des pluies, les gens ne bougent pas, ils restent dans la maison. Ah, et là, leur sport, c'est ah bah ok, c'est pas leur faute que j'ai un mauvais temps, mais je vais m'occuper d'eux, ça peut arriver. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un service toujours impeccable et puis toujours le sourire, le smile, choisir son staff, c'est très important. Non, c'est très important. Donc tu dirais quoi? Le moyen de gamme, le haut de gamme, tu as dit le très haut de gamme, c'est pas pour toi? Non, moi j'aime bien le moyen de gamme. Le moyen de gamme et pas le très haut de gamme et le haut de gamme, mais c'est-à-dire que... entre le moyen et le haut de gamme. Voilà. On va dire entre... Il y a quand une autre catégorie, si on n'est pas sur le haut de gamme, mais on est entre le moyen et le haut de gamme. Et oui, non, pas le très haut de gamme, mais si tu veux, parce que voilà, mais sinon, oui, non, je ne suis pas sur le bas de gamme. Après, moi, j'ai eu des clients, maintenant... Alors, ce que tu ne m'as pas posé comme question, c'est comment le marché il a évolué au niveau de la clientèle. Quand j'ai commencé les premières villas, il faut savoir que quand j'ai commencé en 2012, les sites d'hébergement, il n'y avait pas Airbnb à l'époque, c'était Abritel. C'était les Européens, on travaillait énormément avec les Français. Aujourd'hui, ça représente quoi, 2-3%, moi, dans la location. Hein. Je ne parle pas au niveau des investisseurs, je parle au niveau. Maintenant, le marché asiatique, indien, Jakarta, l'Asie, tous les pays ont mais la France, mais à l'époque, c'était un gros marché. Ce qui a changé, c'était beaucoup les familles. Ce qui a changé beaucoup, c'est maintenant, c'est les groupes d'amis. Et pourquoi je te dis, tu peux t'adresser à n'importe clientèle. Par exemple, moi, j'ai une grande villa qui a énormément de chambres, mais des fois, elle peut accueillir 16 personnes. Et bien, des fois, c'est des jeunes qui vont venir. Mais je te donne un exemple. Allez, mettons, quand elle est à des périodes à $600 la nuit, et t'imagines, ça fait des fois un peu moins de $50 dans une baraque qui fait 15 arts, magnifique, une piscine de 18 mètres sur 6 mètres. C'est moins cher qu'un hôtel. Donc, ça ne veut rien dire. Même si tu peux, maintenant, la clientèle, ça peut être 8 potes, ou 8 copines, ou 4 couples, ou 3 couples. Donc, si tu veux, ils vont regarder une chambre d'hôtel coûte ça, mais là, on a une convivialité, on a un vrai service. Donc, je m'adresse un peu à tout le monde. C'est vrai que je m'adresse un peu à tout le monde, sauf le très haut de gamme. Parce que je t'ai dit, c'est même pas une... S'ils choisissent la maison, pourquoi pas. Mais c'est pas celle que je vise en premier. Et tu conseilles combien de chambres dans une villa aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est simple. Pour moi, depuis quelques années, c'est pyramidal. Donc, il y a eu beaucoup... Ça dépend, pareil, ça dépend des régions. Parce qu'à l'époque, quand je faisais à Sémignac, une chambre et des 2 chambres, il y en avait, c'était en bas, il y en avait énormément. Donc, plus tu montais, moins il y avait de villas. Les villas 6 chambres, c'est celles qui fonctionnent, mais maintenant il y en a beaucoup qui veulent faire que des 6 chambres. Donc, est-ce que ce que je te dis aujourd'hui est là, au moment présent, dans un an, ça sera la même chose? Je ne sais pas. Mais 5 chambres, moi j'ai des 5 chambres aussi qui marchent très bien, des 4 chambres, mais c'est vrai que c'est plus la tendance 5, 6, voire plus. Après, c'est un problème au niveau de l'IMB. Parce que tu ne peux pas avoir du permis. Mais oui, mais par exemple, ici, au Uluwatu, j'ai commencé par des 3 chambres. Parce que quand je regardais sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup de 1 chambre et 2 chambres. Bon, j'ai dit, je vais monter et je vais faire 3 chambres. Mais ça peut être 4, ça peut être 5. Mais encore au Uluwatu, c'est encore un marché, on va dire, neuf par rapport à Sémignac ou à Canggu. Voilà. Il faut s'adapter par rapport et regarder, c'est simple, faire des études. Regardez sur Airbnb, regardez même sur Booking, regardez qu'est-ce qu'on propose. C'est un travail. Quelle est plutôt la recette du succès pour une villa aujourd'hui pour toi? Quels sont les critères de sûr que tu dois mettre dans une villa pour que ça fonctionne? C'est difficile, c'est très difficile de répondre à ta question.
Parce que des fois, je regarde, comme je t'ai dit, je regarde beaucoup les réseaux sociaux sur Instagram. Des fois, il y a des villas. Les gens sont très forts dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que je veux travailler demain sur ce domaine-là. Mais honnêtement, j'ai pas cette compétence. Mais des fois, il y en a qui sont très forts dans ça. Et comment ils vont mettre en avant leur villa ou leur logement? Des fois, ça peut être une petite cabane. Mais ils vont la rendre, si tu veux, atypique et elle est unique. Les gens vont vouloir aller parce qu'elle a eu tellement de likes, elle a tellement eu de choses que les gens veulent être là-bas. Donc des fois, ça ne veut pas dire que une chose toute simple. Des fois, je te parle vraiment d'une cabane ou des fois mais les gens, ils ont tellement fait un super travail au niveau des réseaux sociaux que le truc, ça devient le truc presque, c'est un diamant. Donc tu ne sais pas et voilà. Donc ça va dire, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Moi, mes paramètres que je me mets moi, c'est toujours l'emplacement. Oui, je pense maintenant aux photos, à Instagram, tout ça, mais la qualité, la construction. Pour moi, je fais sur du long terme. Je ne fais pas des villas pour 1 an ou 2 ans. Je prends des contrats sur 40 ans, donc je pense sur du long terme. De faire un super espace extérieur. Si tu regardes, vous verrez tout à l'heure, mais la piscine à Uluwatu, je vois maintenant, c'est des grandes baignoires qu'on nous fait. On nous fait des grandes baignoires, on nous fait des 2 par 2. Moi, je ne sais pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Je veux que la personne, quand elle rentre dans la villa, pour moi, ça a toujours été mon leitmotiv depuis le début, c'est le waouh. J'adore que le client, il en est bien plein les mirettes. Beaucoup de clients à qui j'ai vendu ne comprenaient pas au départ parce qu'un mois et demi avant la fin des travaux, parce que sinon je faisais des reportages toutes les semaines et tous les 15 jours du chantier. Un mois, allez, on va dire un mois. Un mois avant, ils n'avaient plus rien de moi. Plus aucune photo, plus aucune vidéo. Je leur ai expliqué pourquoi. Parce que ce dernier mois, c'est là où j'allais faire le WOA. Et donc, des fois, il y avait même des clients, je voulais qu'ils rentrent à telle heure. Les clients, souvent, me posaient. Il y a une chose qui revenait souvent, un client, il dit oui, mais il me demandait des choses et je n'étais pas d'accord avec lui. J'expliquais des fois à un client, mon client, c'est pas vous, c'est celui qui va louer votre maison. Et le client me regarde et me dit mais oh, c'est moi qui paye. Mais je lui dis oui, mais ne pensez pas à une maison comme si vous alliez habiter. J'ai l'expérience du pays, des gens qui viennent et d'un peu. Donc des fois, c'est aussi de recadrer quelques clients, pas pour les. C'est que des fois, il ne faut pas penser comme pour soi. On va recevoir des personnes qui vont venir dans la maison. Quand on est ici depuis longtemps, on connaît un peu les demandes des personnes. Donc des fois, peut-être les demandes du propriétaire ne va pas arriver en relation avec celle du consommateur, des clients. Donc des fois, oui, c'est vrai que j'ai ce caractère. Ouais, je dis ce que je pense. Ouais, donc même à un client, si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je lui dis, après, il va avoir la décision finale, mais je lui dis mon point de vue. C'est important. J'ai fait des fois des changements au niveau architecture, de construction sur 2 villas que j'aurais jamais dû accepter. Parce que après, il y a eu des problèmes d'infiltration parce que j'ai accepté de faire leur demande. Je n'aurais pas dû le faire. C'est ma faute, j'ai accepté. Donc quand il y a eu un problème, j'ai réagi et j'ai assuré parce que j'avais accepté. Mais des fois, non, il faut savoir le dire, le non, pas dire oui. Il faut savoir dire non des fois. Voilà. Ouais. Donc toi, tu dirais, enfin, tu as dit tout à l'heure, donc, jardin, grande piscine. Oui, grande non, mais belle piscine. Avoir un espace. Ouais. Je fais des piscines qui ne sont pas profondes. De faire des piscines, je déconseille aux personnes de faire des piscines d'1,60 m. Les enfants ne peuvent pas jouer dans une piscine. Là, par exemple, la piscine ici fait 1,35 m. Dans les hôtels, c'est ce qu'ils font. Ils font 1,30 m. Ouais. Ça ne sert à rien. La profondeur de la piscine. Ouais. Ça ne sert à rien de faire. Encore aujourd'hui, beaucoup font des profondeurs énormes. Ça ne sert à rien. Moi, je fais 1,70 m. Je ne suis pas grand. À 1,70 m, si tu fais 1,60 m, l'eau, elle m'arrive là. Qu'est-ce que je fais? Je ne joue pas. Mes enfants, je me rappelle la première villa que j'ai eue ici, elle faisait 1,60 m. J'avais loué pour 5 ans une villa avant de construire la mienne. Elle faisait 1,60 m. Mes enfants étaient petits, on ne peut pas jouer. Donc ça ne sert à rien de faire. D'abord, on dépense de l'argent pour rien, parce que plus profond, ça coûte plus d'argent, mais plus dans le design de la piscine, que ça soit agréable, mais tu peux plonger à 1,35 m sans aucun problème. Voilà, donc là, tu peux nager aussi. Tu peux nager, oui, mais après ça dépend du pas de nage. Mais voilà, ça c'est un conseil. Ne faites pas des piscines trop profondes. Franchement, ça ne sert à rien. Surtout si vous devez la louer, pensez toujours famille. Je pense toujours aux familles, aux enfants. Toujours, c'est quelque chose que j'ai dans mon esprit. À chaque fois que je conçois une villa ou que je pense à une construction, la sécurité va toujours être en priorité. Toujours un problème, c'est toujours la priorité qui va plutôt que l'esthétique.
Il ne faut pas l'oublier, mais c'est important. C'est quelle taille de piscine, tu dirais? Quelle est la longueur idéale? Non, mais après, il faut que ça soit cohérent par rapport au jardin. Par exemple, si tu prends... mais là, c'est difficile parce que... Elle est énorme, ta piscine. Elle n'est pas énorme. C'est une des plus petites que j'ai fait dans mes projets. D'accord. Elle fait, avec la beach, elle fait 13 mètres. J'ai 8 mètres de nage. D'accord. Ah, tu as 8 mètres de nage. Là, de l'escalier au bout, il y a 8 mètres. Ah d'accord, elle paraît plus grande. Hein. Oui, et avec la biche, elle fait 13 mètres, d'accord. Mais maintenant, tu as des piscines de 2 par 2, 2 par 3. Non, mais je plaisante pas. Là, si tu veux, la forme que j'ai fait, les petits-enfants, d'ailleurs vous verrez sûrement quand on fera la vidéo, les bébés, on peut les mettre, il y a les bites, tout ça, c'est important que tout le monde profite de... Alors bien sûr, les enfants vont être en compagnie, ils ne seront jamais seuls, mais non, elle est agréable. Maintenant, sur Oloitou, j'ai vu beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, quand vous prenez des terrains d'1 art, 1 art et demi, vous faites des petites piscines, de rien du tout. Vous ne faites pas rêver. Je veux faire rêver. Pour moi, c'est important que les gens aient le smile et repartent contents. Voilà. Le temps, on ne le maîtrise pas. Par contre, à l'intérieur, oui, c'est nous qui le maîtrisons. Tu as dit qu'il y a des choses que tu as manqué. Donc, tu as dit c'est normal, hein, tu ne pouvais pas être partout non plus. Tu étais à l'évolution, donc tu as bien réussi ce que tu as fait. Tu as fait beaucoup de villas. Mais tu m'as parlé tout à l'heure aussi des boutiques. S'il y a un domaine où je regrette de ne pas avoir investi, c'est dans les locaux commerciaux. Parce que d'abord, moi, j'en loue. D'accord, parce que j'ai d'autres activités. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a quelques années en arrière, quand je louais des boutiques, quand il y avait des prix, et les prix sur les bords de route étaient très intéressants. Beaucoup plus intéressants qu'une maison dans un gang, dans une rue. Aujourd'hui, ça a changé. On a compris. On a compris. Oui, mais à mon époque, Laurent, quand je suis arrivé en 2006, ça ne valait rien en bordure de route. Ça ne valait rien. Donc moi, je me rappellerai toujours un local que j'avais loupé à Aubreuil. Aubreuil, à l'époque, on parlait que de ça. Il y avait un art. Je ne citerai pas la boutique qui m'a soufflé le marché. Elle a payé 1 milliard en friole. 1 milliard en friole. À Aubreuil. À Aubreuil. 1 milliard, on est à combien? Ça fait 65 000 $. 65 000 € à peu près. Donc, c'est même pas c'est la location d'une année. Ouais. Il a fait une boutique et un duplex. Donc voilà. Mais à l'époque, oui, j'ai pas eu le nez pour ça. Aujourd'hui, à part dans des quartiers où les prix sont encore bas, mais oui, non. Après, non, si je devais me lancer dans un business comme ça, c'est que je rêve presque de prendre un grand terrain au niveau commercial, de créer un U avec les commerces tout autour, mais des zones que de restauration, que de bar. Les gens, des fois, ont peur de la concurrence. Moi, je suis pour la concurrence. Plus tu vas concentrer et en choisissant ceux qui vont prendre les locaux, et ben, si tu veux, tu vas créer un endroit animé qui va être attractif. Plus il y a dans un même endroit, et si tu le fais agréable, c'est pour ça que j'aime bien le système de U, si tu veux, parce que les gens peuvent tourner et penser. Mais voilà, peut-être un jour j'y viendrai, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, je regrette pour ça. Je trouve que dans les locaux commerciaux, c'est d'abord, au niveau de la construction, ça coûte pas très cher. Après, il y a tout, parce que souvent à l'époque, on louait à des balinés, ils te faisaient 4 murs, un sol et tout ça. Maintenant, quand on fait des locaux commerciaux, on fait des locaux commerciaux, mais à l'époque, non. C'était toi qui faisais l'intérieur, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, le marché a complètement évolué. Mais oui, je crois toujours aux locaux commerciaux, parce que pour moi, je trouve que t'as pas. Il y a de plus en plus de business à Bali aussi. Les gens viennent. Oui. En fait, j'ai une phrase qui dessus, c'est que on m'a dit Bali maintenant aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie. Avant, c'était une destination touristique. Maintenant, c'est devenu un lieu de vie. Tu as toutes les écoles. Sur Laurent, connu en lieu de vie, parce que ça fait presque 20 ans, si tu veux. C'était même, pour moi, un lieu de vie même plus important à l'époque, parce qu'on était moins nombreux. Donc le lieu de vie était quand même différent. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, c'est beaucoup mieux équipé aujourd'hui qu'hier. Mais des fois, je suis un peu nostalgique aussi. À quoi il faut faire attention, mis à part le livre, pour être sûr qu'on achète bien en fait à Bali? Ah bah ça, il faut bien être entouré. C'est important de regarder la traduction, que ça soit bien traduit. Parce que le contrat qui va être enregistré, ce sera toujours le contrat en indonésien. Donc d'avoir une bonne traduction du contrat, c'est très important. Moi, honnêtement, depuis que je suis là, j'ai pas entendu entendu de problèmes au niveau des contrats. Moi, je trouve que même à l'époque où on prenait des prête-noms pour monter des entreprises, aujourd'hui on monte des entreprises à nos noms, mais à l'époque, moi, j'ai utilisé des prête-noms. J'ai jamais eu de problème. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de problème. Je le fais juste, j'aime bien regarder, de faire attention, des fois sur des termes. Je sais que des fois, sur des termes, par exemple, maintenant, quand je prends un terrain, si je dois faire plusieurs villas, je vais faire attention que chaque lot soit indépendant.
que pour une extension, pas. Bon là cette fois-ci c'est différent parce que j'ai pris l'extension et tout. Mais que ça soit bien séparé, sur des termes comme ça, voilà, que tout soit bien clair. Moi, un avocat me prend grosso modo dans les 10 millions. 10 millions, on donc est... 600, voilà. 600, alors je trouve que sur un gros investissement, c'est pas énorme, alors, mais ça dépend de l'avocat, toujours. Hein, tu as des avocats qui peuvent ne pas être compétents. Moi, voilà, je le fais. On a beaucoup appris, nous aussi. Donc, parfois, sur un mot, je me rappelle, on peut perdre beaucoup d'argent. Ouais. Donc, c'est très important de bien maîtriser les contrats, enfin, de les revoir. Ouais. Nous, on fait ça en interne, mais je relis tous les contrats. Même pour nos clients, les investisseurs, parce que c'est trop important. Moi, je me rappelle, mon premier projet, c'était à Biladari. C'était un terrain de 94 arts. Presque 1 hectare. Et je décide de prendre que 40 arts. Et le propriétaire me dit non, je veux les deux. Et en s'entendant dans la négociation, il me dit bon ben, je dis laisse-moi 3 ans et je te prends les 54 arts. D'accord? Je te prends le reste. On fait des contrats. Je paye mes 40 arts, hein, mes 4000 mètres. Et je sais que j'ai 3 ans. En 1 an et demi, j'ai presque fini mon projet sur 40 arts. Ça a été une vitesse pas possible. Je recontacte mon proprio. Je dis bon il faudrait qu'on va parce que on va pas attendre 3 ans. Je vais le faire maintenant. Mais il me dit mais t'as pas bien lu ton contrat. Il a déjà commencé le contrat. En fin de compte, c'était un délai de paiement que j'avais. Et pour moi, j'étais persuadé que les 40 arts, le contrat, il avait déjà le terrain, il avait déjà démarré en même temps que le premier. Mais j'avais eu juste un délai de paiement. Ce que j'avais demandé, ça a été mal retranscrit tout ça. Heureusement, c'était un gros contrat sur 50 ans et tout ça. Donc maintenant, sur des petits, comme tu dis, des mots, tout ça, je fais attention à tout. Mais voilà, en général, j'ai jamais eu de problème. Je veux dire, ça s'est bien passé. Mais les extensions, je fais un point. Les extensions, très important. Moi, j'ai une villa où l'extension, le propriétaire ne veut pas. D'accord? Il me reste pourtant 14 ans. C'est ma villa perso en plus. Hein. Donc c'est pas, tu vois, ce que je fais pour le business, je l'ai pas fait pour moi. Au début, j'avais 30 ans. Et ben, c'est difficile parce que les prix ont tellement monté, tout ça, et pourtant, je suis prêt à payer. Et ben voilà. Donc pensez à les extensions et d'identifier. Des fois, c'est où le prix, vous d'identifier un prix. Ça, c'est le mieux. Si on peut mettre un prix avant, c'est mieux. Ou souvent, c'est le prix du marché quand ça sera. Mais c'est très important que cette clause y soit. Très important. Et ça, par contre, de le relire, cette partie-là, surtout si vous avez mis un prix. Parce que si vous avez mis un prix, et que le prix, par exemple, donne une bêtise, vous l'avez mis à 10 millions et 3 ou 4, 5 ans après, c'est 25 millions, le propriétaire, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Et donc, il peut essayer de le casser. Donc, si vous avez un contrat béton, il ne pourra rien faire. Voilà. Mais sinon, voilà. Voilà sur ce sujet-là. Okay. Écoute Francky, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube et de laisser un like. Et bien, ça nous permet de faire venir des intervenants de la même qualité que Francky. Je te remercie. Encore une fois, merci d'être venu sur la chaîne. Laissez-nous un like. On vous dit à très bientôt.